6. Questeur adjointe, Micheline Bié Bongenge, ici de l'opposition. Article 3. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption. Honorables députés, chers collègues, vous venez de prendre connaissance du contenu de la résolution relative à l'entérinement de la désignation des membres de la CENI. L'Assemblée plénière peut se prononcer quant à ceux qui sont pour. Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. L'Assemblée plénière adopte la résolution relative à l'entérinement de la désignation. Si les députés nationaux ont validé les nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante à l'Assemblée provinciale de l'Équateur, deux candidats se disputent le poste de gouverneur de la ville. Après le premier tour, Louis-Alphonse Koyagialo et Jean-Louis Siamboussa seront départagés dans 3 jours, le lundi 10 juin prochain. Des précisions avec Mami Enongo, deuxième rapporteur adjoint sortant de la CENI. Après le contrôle de cohérence des résultats en provenance de Mbandaka, tel que présenté par le Centre local de compilation des résultats de Mbandaka, le bureau de la CENI a constaté qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue de voix requises pour être élu au premier tour comme gouverneur et vice-gouverneur de la province de l'Équateur. Conformément à l'article 170 de la loi électorale, un deuxième tour est à organiser dans les 3 jours. Les candidats de la majorité présidentielle, Koyagialo Basete Gerengo, Louis-Alphonse Daniel, son vice-gouverneur, Impeto Pengo Sébastien, ainsi que les candidats indépendants Boussa, Togba Jean-Lucien et son vice-gouverneur Mibeko Missia Jean-Bernard, ayant obtenu respectivement 39,77% et 25% des voix, sont arrivés en tête et sont retenus pour le deuxième tour de l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs de la province de l'Équateur. Revenons dans la ville de Kinshasa où 350 000 $ américains, c'est le prêt octroyé à un Congolais de la diaspora par le gouvernement congolais pour rendre plus opérationnelle la ferme Erika sur le plateau de Batéké. La signature du contrat de partenariat s'est déroulée en présence du Premier ministre Augustin Matata Ponyo, nous apprend Gisèle Galoula. Le gouvernement congolais tient à la promotion du secteur agricole, identifié comme porteur de la croissance et du développement économique. Voilà pourquoi le Premier ministre Augustin Matata a salué l'initiative d'un compatriote consistant à réhabiliter la ferme Erika située sur le plateau de Batéké à Kinshasa. Les contrats d'aujourd'hui qui veulent symboliser une action du gouvernement en faveur du secteur privé dans le secteur agricole. C'est une action à valeur historique et symbolique. C'est dire que nous voulons que le secteur privé avance. Et la volonté du chef de l'État est effectivement de créer une classe moyenne. Mais la classe moyenne, on ne peut la créer qu'avec le secteur privé. Cette volonté politique du gouvernement de la République s'inscrit dans la stratégie de la campagne agricole 2012-2013. Ça nous donne des espoirs que si vous êtes jeune, vous pouvez contribuer dans le développement des pays. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas qu'on ne donnait pas aux jeunes des chances de participer. Alors j'espère que ce n'est pas la dernière. M. Mobo Tinzamou a vécu à Londres. Il rentre au pays pour participer à la reconstruction nationale. Une première en République démocratique du Congo. Les Congolais organisent pour la première fois le tour cycliste. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo veut s'assurer de la réussite de ce grand rendez-vous sportif. Il a reçu le promoteur du CRE Francis qui salue cette initiative. Écoutons-le. Ce qui est très important, j'ai pu constater bien sûr que son Excellence Monsieur le Premier ministre
était derrière ce tour. C'est une chose très importante. Il est rentré dans tous les détails. Il veut que ce tour soit très professionnel. Il veut qu'il soit beau au regard du monde entier. On puisse dire que la RDC a organisé un grand tour. Les équipes vont venir. Il m'a posé différentes questions relatives, bien sûr, à la réussite de ce tour, qui est très important. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut être fier d'avoir un Premier ministre qui est derrière le cyclisme. Pour son développement, Monsieur le Premier ministre est un perfectionniste. Il s'est attaché à ce que nous fassions le moins d'erreurs possible et arriver dans la perfection. Il a voulu savoir, bien sûr, les équipes qui venaient. Nous lui avons communiqué les pays qui seraient présents sur ce tour. Il m'a rappelé, bien sûr, que ce tour était placé sous le très haut patronage de son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, qui est bien sûr, qui nous honore que ce tour soit placé sous son très haut patronage. Voilà. Économie, à présent, il y a quelques heures seulement que s'est clôturé le Forum économique international de Kinshasa. Au menu, la croissance économique et la gouvernance. Les recommandations de ces assises ont retenu l'attention du Premier ministre qui a pris l'engagement de s'y atteler pour booster la République démocratique du Congo vers la croissance, le développement et l'émergence. Suivant son exposé. Parmi les recommandations issues de ces assises, celles qui suivent ont retenu ma particulière attention. Il s'agit, concernant les questions de gouvernance et de macroéconomie, 1. De la nécessité de consolider et ajuster l'accord politique de Sun City afin de rencontrer les contrats sociaux et l'équilibre politique formalisé dans la Constitution de 2006. 2. Intensifier les mesures de redevabilité et de transparence, telles que l'initiative pour la transparence des industries extractives, et aller au-delà de la réconciliation pour aborder la question de l'utilisation effective des revenus. Troisièmement, renforcer les capacités pour des négociations efficientes et efficaces des contrats miniers avec les sociétés privées, une assistance technique des partenariats au développement dans la préparation des contrats étant envisagée. Quatrièmement, il faudra développer un programme de réhabilitation des infrastructures basé sur des critères objectifs et utiliser des procédures compétitives et transparentes dans la mise en œuvre de ce programme. Cinquièmement, construire des parcs industriels sur les pôles de croissance en vue de créer une dynamique économique interne de sorte à hisser le pays sur le sentier de l'émergence et du développement durable. Sixièmement, il faudra lutter et réduire le pouvoir des positions rentières qui sont à la source de l'évasion et de la fraude fiscale. Septièmement, enfin, il faudra renforcer la capacité de l'État à mieux identifier le niveau des rentes minières. La série des émissions sur l'an 1 du gouvernement Matata se poursuit. La rédaction du journal télévisé a reçu le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique qui parle des réalisations enregistrées dans son secteur. Regardez. On forme les gens à l'enseignement supérieur et pour la recherche. Ce sont les mêmes gens qui doivent aller former aussi au secondaire, former aussi en primaire à tour de rôle. Mais ils sont des gens aussi qui sont prêts à aller dans les professions. Et il faut bien les former. S'ils sont mal formés, eh bien, nous sommes sur une mauvaise voie. Donc, vous avez comme préoccupation la formation de l'homme et une formation de qualité. Si on n'a pas une formation de qualité, le travail que les gens qui bénéficieront de cet enseignement seront aussi des hommes de médiocrité. Effectivement, c'est notre bataille de tous les jours, nous battre pour l'excellence. L'excellence, dans la mesure où l'enseignement supérieur universitaire n'est pas la même chose qu'un d'autres secteurs. Cet enseignement, ce secteur est différent des autres. Il doit de la lumière, je ne cesse de le dire, il doit de la lumière de la société. Même si la société va à la dérive,
l'enseignement supérieur universitaire et la recherche scientifique devrait et doit non seulement sauver cette société. La République démocratique du Congo est à l'heure de la décentralisation. Le gouvernement central se jette présentement dans la vaste campagne nationale de communication sur la décentralisation à travers le pays. Question de sensibiliser et d'informer la population sur ce qui est fait sur le processus de la décentralisation. Françoise Bouela et Pompon Oumba. À partir de la semaine prochaine, 11 membres du gouvernement vont se déployer sur les 11 provinces pour y lancer la campagne de communication sur la décentralisation ainsi que la vulgarisation des textes promulgués. Ce vendredi, la réunion du comité interministériel de pilotage, de coordination et de suivi présidé par le vice-premier ministre, ministre du budget, Daniel Moukoko Samba, a précisé les objectifs, la stratégie et la méthode à l'intention des ministres missionnaires. Il est question que les ministres qui iront en province ne soient pas originaires de ces provinces, parce que nous tenons à l'unité et à la cohésion nationale. Il est important que tous les actes que nous posons puissent prévenir sur tout risque de dérapage. Pour une appropriation de la communication, il est prévu un partenariat avec les radios communautaires pour répercuter les messages dans tous les recoins de la République. C'est donc parti pour la 3e phase de la campagne de communication à la suite des 2 précédentes, lancées en 2010 et 2011. La particularité est que le gouvernement prend les commandes pour piloter cette réforme inscrite parmi les priorités de son programme d'action 2012-2016. Rendons-nous à Kindu dans le Maniema, plus précisément au Konlouama, où le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants s'est imprégné des problèmes relatifs à la formation de la 323e brigade des réactions rapides avec les instructeurs belges. Bien avant cette visite, Alexandre Loubatambo a conféré avec le gouverneur du Nord Kivu et le chef de la mission européenne ESEC, Félix Zalometi-Dandou. Jeudi 6 juin 2013, une date mieux, une journée marquée par la visite éclair de travail du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants au camp Luama, situé à 7 km dans la périphérie de la ville de Kindu. Alexandre Loubantambo a été accueilli à son arrivée par un comité restreint conduit par le gouverneur de province, Pascal Toutou Saloumou. C'était peu avant les honneurs militaires et le passage des troupes en revue. Les briefings qui s'en est suivi au quartier général des instructeurs belges a permis à l'hôte de marque du camp Luama de discerner les différents problèmes de ces domaines militaires de fort d'essai quant à la formation des unités commando des réactions rapides de la 323e brigade. Aussi n'a-t-il pas hésité à lancer un appel aux filles et fils de Maniema à se joindre aux autres dans l'armée pour assurer la sécurité et le développement du pays. Loin de se distraire dans une admiration stérile sur le parcours des différentes unités en pleine formation ça et là, sur le site d'instruction dit Jéricho, à 2 km du camp Luama, le vice-premier ministre Louba a plutôt pesé dans la balance des logisticiens aguerris pour passer de maître devant ses interlocuteurs belges et congolais. Ici une remarque, là une question de curiosité et plus loin une décision porteuse de pistes de solutions à tel ou tel autre problème en attendant leur matérialisation sur le terrain. Le projet familial militaire de Kindu, Famiki, n'était pas en marche de cette visite. Alexandre Loubantambo a eu à scruter les résultats de cette œuvre sociale qui s'attelle à la construction des logements et à la production agro-psycho-pastorale pour stabiliser et accompagner les familles des militaires au mieux-être d'un standing social plus ou moins acceptable par tous. Avant ce déplacement de Kindu, le chef de l'outil de défense nationale a conféré avec le gouverneur du Nord Kivu. Les 2 personnalités ont procédé à l'évaluation de la situation sécuritaire dans le territoire de Beni. Territoire en proie, dira Julien Paloukou, aux actes criminels du groupe rebelle ougandais Adef Nalou dans la localité d'Emitwanga au pied des Rwenzori. L'entretien avec le chef de la mission européenne ESEC s'est attardé beaucoup plus sur les questions relatives à la mise en place d'une structure de suivi de la réforme des FARDC avec le partenaire extérieur et du commandement général des écoles militaires ainsi qu'à la loi sur le fonctionnement de FARDC. Dans le secteur de transport, c'est dans quelques jours que seront mis en circulation de nouveaux bus pour le transport en commun à Kinshasa. Le ministre des Transports et Voies des Communications s'est rendu compte de l'avancée des préparatifs du lancement de ces bus pour le 30 juin, nous dit David Moubenga. Au fur et à mesure qu'on s'approche de la date du 30 juin 2013, celle annoncée par le Premier ministre
pour la mise en circulation des nouveaux bus acquis par le gouvernement pour le transport en commun à Kinshasa. Les préparatifs vont bon train, tant sur le plan de la réhabilitation du site qui abrite la nouvelle société de transport au Congo, Transco en sigle, que sur le plan de la formation du personnel. Après avoir passé leur premier test sur la connaissance générale, les candidats chauffeurs de Transco ont été soumis à un test pratique. Les experts de la RATP qui travaillent en partenariat avec Transco ont exprimé leur satisfaction. Donc nous avons des gens très déterminés et très volontaires. Ils sont très motivés et nous partons de niveaux assez hétéroclites, mais ce sont des gens qui ont tous la volonté de bien faire et de se mettre au service d'une entreprise en voie de développement. Donc nous sommes très satisfaits de l'attitude des conducteurs et du soutien des autorités. Quant au ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, qui ne veut perdre aucun détail sur ses préparatifs, il s'est rendu dans les installations de Transco dès sa descente d'avion en provenance de Lubumbashi. La République démocratique du Congo tient à son ambition de se mettre au pas de la télévision numérique terrestre. À Beijing, en Chine, où il s'est tenu le 3e séminaire sur le développement de la télévision numérique terrestre en Afrique, la République démocratique du Congo a pris part active où le ministre de Médias, Lambert Mende Omalanga, a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo. Jojo Ntibou pour le commentaire. Le ministre des Médias chargé des relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende Omalanga, a regagné Kinshasa hier, jeudi 6 juin 2013, après un séjour de travail à Beijing en Chine, où il a pris part active aux travaux du 3e séminaire sur le développement de la télévision numérique terrestre en Afrique, séminaire organisé par la société StarTime à la demande du gouvernement chinois. Le but était d'accompagner le continent africain dans le chantier de la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique. Ce forum a réuni une vingtaine de ministres africains ayant en charge de la télévision avec leurs homologues chinois et des hauts représentants des manufactures européennes des produits audiovisuels. Les partenaires chinois encouragent ainsi une synergie mutuellement avantageuse entre les capitaux chinois, la technologie européenne DVB-T2 et les projets africains de télévision numérique. Lambert Mende Omalanga a mis à profit son séjour chinois pour approuver l'accord des coopérations entre StarTime et la RTNC. Le ministre indique ici le niveau atteint par la RDC sur le processus de migration de l'analogie vers le numérique. Notre objectif, en prenant part à ce forum, est de mettre sur le tapis nos méthodes, nos procédures, nos pistes de solutions, sans oublier les difficultés éventuelles que nous rencontrons dans le chemin qui doit nous conduire en l'année fatidique 2015 à l'extinction dans nos pays respectifs du signal analogique et à l'entrée dans l'ère du tout numérique pour la télévision. En justice, la vice-ministre des Droits humains vient de séjourner dans la province du Bandundu où elle a ouvert et clôturé les assises de la vulgarisation de la loi contre la torture et autres traitements criminels. Suzanne Lumana. Pendant toute une journée, les participants aux assises de vulgarisation de la loi portant criminalisation de la torture et autres traitements cruels ont réfléchi pour voir comment bannir la torture dans la province du Bandundu. La vice-ministre des Droits humains Sakina Binti Silimani, qui a ouvert et clôturé ces assises, a profité de l'occasion pour sensibiliser les participants à intérioriser cette loi pour le bien-être de tous. Les victimes des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ont désormais le droit de saisir le cours des tribunaux afin que les auteurs, co-auteurs ou complices soient sanctionnés conformément à la présente loi. Le ministère de la Justice et des Droits humains en appelle aux magistrats à combattre résolument les détentions irrégulières ou manifestement prolongées dans tous nos établissements pénitentiaires. Le ministre de la Justice et des Droits humains en appelle à la conscience de tous ceux qui ont
en charge de l'application de la loi à bannir la pratique de la torture. Le gouverneur de la province du Bandundu a promis à Mme Sakina Binti Silimani de s'impliquer pour que cette loi soit communiquée à toute la population de sa province. Jojo Ndibou revient pour nous apprendre que les représentants des entreprises publiques, privées et même de certains ministères concernés par la question des statistiques viennent d'apprendre des nouvelles méthodes sur la production des statistiques dans le secteur d'investissement. La réunion a concerné les représentants des entreprises publiques, privées et ceux de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI ainsi que les différents experts des ministères. Ils ont analysé les mécanismes de la collecte et des traitements des données statistiques fiables dans les secteurs des investissements en vue de le présenter aux investisseurs tant nationaux qu'internationaux désireux d'investir en RDC. Le directeur général adjoint de l'ANAPI, M. Mwema Muyungu, qui a présidé cette rencontre, a fait savoir que les investissements requièrent et exigent des statistiques fiables. La RDC n'a pas encore un cadre qui produit des données statistiques sur les investissements pour de besoins nationaux. Nous voudrions que ces statistiques soient quand même centralisées quelque part pour être traitées de manière à ce que quand on le donne, quand on le communique, on soit sûr que ce sont des statistiques fiables. Pour lui, une proposition de loi va être soumise pour obliger les services concernés à pouvoir produire leurs statistiques qu'ils déposeront à l'ANAPI avec tous les éléments chiffrés sur les investissements. Les participants ont formulé des recommandations allant dans le sens de la mise en place d'un cadre de coordination de toutes les statistiques sur les investissements en RDC. Ce renforcement de capacité sur la production des statistiques nous emmène à l'université de Kinshasa où il s'est tenu une conférence sur les antivaleurs socio-morales au sein des établissements universitaires et d'enseignement universitaire en République démocratique du Congo. Grâce Maoso y a préparé. La conférence débat organisée à l'université de Kinshasa sous le thème « Les antivaleurs socio-morales au sein des établissements d'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo » a eu pour objectif de réfléchir pour relever le niveau intellectuel de l'élite congolaise en général et de l'université de Kinshasa en particulier. Dans son mot de circonstance, le représentant du ministre d'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique a planché sur des mesures d'application des textes légaux régissant l'enseignement supérieur et universitaire et le suivi des instructions académiques. Pour lui, plusieurs défis sont à relever dans ce secteur, notamment l'amélioration du fonctionnement de l'enseignement supérieur et universitaire, la prise de conscience des valeurs de bonne gouvernance, de justice, d'équité et de paix. Le second intervenant, le vice-doyen de la faculté de médecine, le docteur Mbungu Mwimba, s'est attelé sur la place et le rôle de l'assurance qualité dans le fonctionnement normal des institutions en RDC. Pour lui, il faut le respect des normes pour relever le niveau d'intellectuel en RDC. L'aumônier de l'Unikin pour Christ, le pasteur Israël Sokou, a remercié le ministre des tutelles et le gouvernement pour leur appui à la tenue de cette conférence. En santé, les médecins sont rentrés à l'école pour apprendre la prise en charge des patients souffrant de l'hypertension artérielle. Cette journée scientifique s'est tenue à l'hôpital général de référence de Kinshasa, nous dit Rodé Panda. Le département de formation continue de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, a organisé une journée scientifique sur l'hypertension artérielle à l'intention des médecins pratiquants et des médecins stagiaires. Cette journée avait pour thème la prise en charge de l'hypertension artérielle. Le professeur émérite à l'Université de Louvain de Belgique, le docteur Jacques Desplan, orateur principal, a centré son exposé sur la bonne prise en charge de cette maladie. Il a insisté sur la discipline et le comportement à observer quand on est atteint de cette maladie. La plupart des gens de la population demandent tout de suite des médicaments. Je crois qu'il y a des choses simples qui consistent d'abord à éviter le stress, à prendre beaucoup de fruits et de légumes, à vivre sainement, avoir une activité physique régulière. J'ai parlé du jogging, j'ai parlé de la gymnastique, et il y a 36 manières, chacun doit adapter à sa personne et à son environnement. Quant au docteur Diabenou, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinshasa, il s'est appesanti sur l'importance de cette journée. Et ceci est très important
pour la formation continue des médecins. Le petit séminaire de l'Infou dans la province du Bas-Congo a célébré ses 90 ans d'existence. Une forte délégation des anciens séminaristes et des dignitaires de ce pays y ont assisté à cette manifestation, nous dit encore une fois de plus Rodé Panda. Je disais... Séminaire qui a accueilli et formé au fil du temps des élèves devenus aujourd'hui d'éminentes personnalités vient de fêter ses 90 ans d'existence. Une forte délégation de Kinshasa, conduite par le président des anciens séminaristes, Mukulu Adolphe, a effectué le déplacement pour rehausser de leur présence cette manifestation. Parmi les invités de marque, la présence du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, des députés nationaux et provinciaux et d'autres cadres du pays. La messe de bénédiction de la fête, dite par Monseigneur Ntchelele, agrémentée par la chorale Nativitas de la paroisse Saint-Augustin de Lemba de Kinshasa, en présence de l'émérite Mayamba de Popokabaka dans le Bandundu, avait un seul message basé sur la communion avec Christ, tiré de l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 11 à 17. Malgré cette ambiance festive, une réalité, c'est l'état de délabrement avancé de ces petits séminaires, ce qui les contraste avec la renommée qu'il a toujours caractérisée. Le recteur de cette école, l'abbé Noël Gombombala, et le président des anciens séminaristes, chef de la délégation Mukulu Adolphe, n'ont pas caché leurs préoccupations. C'est par cette célébration que nous mettons un point final à cette dernière édition d'information de la journée réalisée par Rodé Panda Gilles Chulumba, coordonnée par Rikido Ziloya, sous la supervision éditoriale de Guillaume Koukou Mamengi Panji. Merci également à Chikobi Pendo qui a été derrière la caméra. Demain 7h, Sylvie Moembo. Merci de votre fidélité à la RTNC.